Alors, bonjour tout le monde. Bonjour et bienvenue donc à cette 4e édition de cet événement, comme nous avons été introduits, Portrait de personnes conceptrices, donc événement qui est organisé, produit par l'APASC, l'Association des professionnels des arts de la scène du Québec, en collaboration avec le FTA, Festival Transamérique. Donc, nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui. Je me présente, Cédric Delon-Bouchard, président de l'APASC et aussi scénographe et metteur en scène. Et c'est un grand bonheur que nous avons d'entamer cette édition avec Nancy Tobin. Donc, bonjour Nancy, bienvenue. Merci de te prêter à ce jeu. Ah, je suis très heureuse d'être ici. Je suis très heureuse de vous voir. Merci infiniment d'être là. C'est merveilleux. Alors, petite présentation rapide, mais on va avoir le temps de plonger dans ta pratique, dans ton processus de création à travers plusieurs projets emblématiques qui ont façonné ta démarche d'approche de la conception sonore. Donc, Nancy Tobin, conceptrice sonore pour le théâtre, pour la danse, mais aussi artiste sonore au sens plus large, enseignante, enseignante qui a enseigné la dramaturgie sonore, la conception sonore, principalement à l'UQAM et à l'École nationale. Donc, je commencerai en fait avec la genèse de ton parcours parce que tu ne te destinais pas à une carrière de conceptrice son à la base lorsque tu as entamé tes études en théâtre à l'UQAM. Non. Il y a des choses qui se font sans qu'on choisisse, hein. On dirait qu'il y a quelque chose qui est devant nous, qu'on ne décide pas, mais que c'est exactement ce qu'il fallait faire. Mais au départ, à l'UQAM, j'étais en jeu. Et vous allez voir plus tard, au fur et à mesure qu'on va parler des projets, ça va faire sens. Mais en jeu, donc, j'ai toujours été absolument obsédée par la présence sur scène des acteurs, actrices, des interprètes. C'est quelque chose qui m'a toujours, toujours extrêmement intéressée. Et j'ai fait des cours de jeu, des cours de voix. C'est quelque chose que j'ai travaillé pendant que j'étais au bac à l'UQAM. Et aussi la mise en scène m'intéressait beaucoup. Mais ce qui m'a amené au son, c'est quelque chose de pratico-pratique. C'est que j'ai eu un moment de panique, je dirais. J'avais peur de ne pas pouvoir gagner ma vie en étant metteur en scène ou en étant actrice. De toute façon, être actrice, ça m'a jamais vraiment intéressée parce que les rôles d'actrice, ça m'interpellait pas, disons. Mais la mise en scène, ça m'a intéressée beaucoup et la présence aussi. Et ce sont des éléments qu'on va retrouver dans ton processus de création sur beaucoup de projets, pas seulement pour le théâtre, mais justement quand tu occupes la posture d'artiste sonore, on va en reparler un peu plus tard. Mais Mais oui, Cédric, juste une j'ai pas dit finalement que c'est pourquoi je me retrouve en son. Puis Puis c'était quoi la panique que j'ai eue? Mais la panique, donc j'avais peur de ne pas pouvoir gagner ma vie et donc j'ai décidé de faire tous les cours de son possibles et imaginables à l'UQAM, au département de communication, en parallèle à mes études en théâtre. Voilà, c'est correct. Mmh. OK. très bien. Et pour commencer avec une de tes premières collaborations, c'est avec le metteur en scène Denis Marleau. Et Denis Marleau, avec lequel vous avez développé sur près de 30 ans de pratique, une quinzaine de collaborations. Et en fait, on va tout de suite passer à une entrevue avec Denis Marleau et on pourra revenir sur certains de ses projets. Je suis Denis Marleau, directeur artistique d'UBU, compagnie de création. UBU, compagnie de création, c'est un théâtre de recherche, de création théâtrale, que je dirige avec Stéphanie Jasmin depuis 1982. Donc ça fait maintenant 40 ans que nous œuvrons sur la scène montréalaise et un peu partout. J'ai eu la chance de rencontrer Nancy Tobin en 1996, où elle était engagée pour une première création au Festival d'Avignon, les
le passage de l'Indiana, où elle avait été responsable d'un montage, au Centaure, plus précisément à la reprise du spectacle de Normand Chaurette. Et on a eu ensuite l'idée de lui proposer une conception liée à un travail assez particulier autour d'une œuvre que j'adaptais de Tabouki, Les 3 derniers jours de Fernando Pessoa, que j'allais créer au Théâtre national de Dijon en 1997. Et nous nous sommes engagés dans une aventure assez incroyable, puisqu'il s'agissait de mettre en scène des hétéronymes à travers des effigies et de faire parler ces effigies qui étaient donc animées par la vidéo, par la projection vidéo. Cette rencontre avec Nancy a été assez déterminante, puisque ensemble, à partir de ce moment-là, on a développé ensemble je dirais une approche du son, une approche du travail de la diffusion des voix. Les 3 derniers jours de Fernando Pessoa, ça constituait vraiment un enjeu très particulier parce qu'il s'agissait donc de faire parler des effigies, de les faire entendre et de les mettre en relation avec un acteur qui était joué par Paul Savoie et qui devait donc échanger avec lui. Et ces personnages étaient en soi des alter ego de Fernando Pessoa, couché sur son lit et recevant à son chevet ces divers hétéronymes. La question qu'il fallait régler, c'était de mettre en relation un personnage qui passait par l'artifice de la vidéo, qui devait parler, qui devait s'exprimer dans un texte qui était donc préenregistré, tourné et avec un acteur qui était sur scène. Donc tout ce travail de diffusion du son, de la voix de l'acteur sur scène avec l'acteur enregistré devait se poser et trouver une cohérence, trouver une réalité. Et c'est vraiment là-dessus que Nancy a commencé vraiment à s'employer, à trouver des solutions, à développer une méthode de travail. Ce qui était assez magnifique de voir, c'est comment elle investissait l'espace scénique, l'espace théâtral, à travers évidemment un dispositif qui s'est développé avec tous les intervenants du spectacle, mais je me souviens d'elle faisant sans cesse des allers-retours entre le plateau et la salle, se promenant dans tous les angles, dans tous les lieux du théâtre pour écouter, pour recevoir toutes les vibrations de ce qui se jouait sur le plateau, de ce qui se cherchait, dans une sorte de recherche de vérité, de ce qui devait trouver une évidence, quoi, à l'oreille du spectateur. Et à l'oreille du spectateur, le premier spectateur étant moi-même, donc sans cesse en cherchant à trouver cet équilibre entre la voix de sa voix sur le plateau et la voix en préenregistrée. Et c'était un double travail puisqu'il fallait aussi revenir sur ces enregistrements. Il fallait travailler à l'interprétation ces différentes apparitions des hétéronymes. Et chacune de ces apparitions avait sa spécificité, son caractère, je dirais son rythme. Et justement dans ces moments d'interprétation, il fallait aussi que Nancy s'ajuste, arrive à suivre de façon très sensible les modulations, les variations dans tous ces registres de la voix, de ce qui se trouvait et de ce qui se cherchait. Et ça a été un travail très fondateur parce que moi qui travaillais depuis des années sur le spectral, sur le fantomal, à travers aussi les premières rencontres que j'ai effectuées autour des œuvres de Beckett notamment, qui m'ont amené justement vers Pessoa, vers ce répertoire symboliste. Et ensuite avec Jan Foss, où on a développé encore une autre fantasmagorie technologique avec des effigies autour d'un texte plus court cette fois-ci. Donc ces recherches, elles ont pu s'effectuer autant au niveau je dirais, du travail sonore que du travail visuel. Et c'était cette fusion entre le visuel qui passait par la vidéo, par cette recherche du personnage vidéo,
de l'amener à lui donner une réalité, quelque chose de concret, de crédible sur le plan de la vocalisation également. Le travail de Nancy dans Les Aveugles était très particulier parce que il y avait 12 masques qui flottaient dans l'espace, dans une boîte noire où il n'y avait rien à voir que ces masques. Et donc, il fallait faire entendre ce qui constituait le monde environnant de ce que ces aveugles percevaient, et ça passait par le sonore, évidemment. Donc, le travail de Nancy a été considérable parce qu'elle a dû créer ces sons, elle a créé cet environnement sonore qui était complètement immersif pour le spectateur, qui recevait aussi, au même titre que ces aveugles, qui étaient dans une position plus ou moins miroir, recevait aussi toutes ces informations auditives, ces perceptions, ces sensations. Et son travail a été vraiment formidable parce il fallait, parce qu'il y a plein d'indications, plein de choses qui sont qui relèvent du son, du bruit, de la sensation auditive, qui sont nommées par les personnages ou par Maeterlinck dans les didascalies, donc qui sont des sons diégétiques qui appartiennent à l'histoire. Et donc, elle a fait une recherche considérable justement pour trouver une cohérence, oui, amener cette forêt de sons et de bruits, parce que au fond, il n'y avait pas grand-chose à regarder, sinon qu'à être troublé par ces apparitions, ces visages qui racontent des choses qu'ils ne voient pas, mais qu'ils perçoivent à travers le son, à travers donc l'univers sonore. Et c'était le pari de cette installation, de pouvoir arriver à créer une tension entre ces effigies et ce que pouvait aussi percevoir le spectateur dans sa relation à ce qui se construisait dans le narratif, dans l'histoire. Ça, c'est un guide de la conception sonore selon Nancy Tobin. C'est un ouvrage qu'elle a publié en 2018, que je trouve absolument remarquable parce qu'il témoigne de sa démarche de création, évidemment, à travers ces lettres fictives qu'elle envoie, en fait, ces lettres qu'elle adresse à des élèves fictifs. Il y en a une dizaine, parce qu'ils répondent chacun à un principe. Et j'ai trouvé ça très, très émouvant de relire, de lire et de relire un peu plus tard. Tout récemment, je l'ai fait. Et chacun de ces principes qui au fond, témoignent de sa rigueur intellectuelle, mais aussi en fait, de sa très grande sensibilité à la création sonore, mais qui doit aussi s'intégrer à une création plus vaste, plus importante, qui est celle d'un geste scénique, théâtral, qui est en train de se produire et de se construire avec tous ces autres composants, donc avec les lumières, avec le décor, avec les acteurs, et son extrême attention, je dirais, aux autres, à l'idée que la voix doit toujours être liée à un corps, à une présence, et comment cette présence doit moduler, aussi faire entendre plusieurs tonalités, plusieurs perceptions. Elle raconte tout ça à travers ce petit livre qui est à la fois très simple, mais très, très savant aussi, de par le métier qu'on retrouve de cette... voilà, donc je suis... à lire, je pense que c'est vraiment quelque chose de très... oui, c'est très touchant de retrouver ça. On parle de Nancy de plusieurs façons. On peut parler d'elle comme d'une architecte du son. On peut parler d'elle aussi comme une poétesse de l'ombre. C'est ce que Stéphane Lépine disait à son sujet. C'est une artiste du sonore, comme elle aimait peut-être aussi se présenter. Mais pour moi, c'est une oreille chercheuse. C'est une oreille d'une extrême sensibilité qui justement sait se déplacer à chaque projet de façon spécifique, différente, chercher vraiment le caractère singulier de chaque expérience et de pouvoir s'adapter à
à chaque création. Et c'est peut-être ce qui m'a le plus impressionné chez elle, c'est de voir comment, évidemment, il y a ce savoir-faire, ce métier qu'elle engrange depuis des années et des années, mais cette recherche du vivant, toujours à travers l'artifice et à travers la technique, qu'elle arrive justement à transcender à chaque fois et à nous rendre présents, le personnage, l'acteur, malgré tous ces dispositifs parfois très complexes. Il faut que je dise merci à Denis. On n'a pas écouté, moi, j'ai pas écouté ce qu'on va écouter ensemble. Oh là là! Tellement de choses à l'intérieur de cette collaboration et quand on en discutait en amont, il y avait quand même l'importance, le concept de spatialisation, du rapport à la voix humaine, la voix de l'interprète en scène qui vraiment, Denis le nomme, tu le nommes aussi dans le guide de la conception sonore, mais c'est vraiment un aspect qui t'obsède et qui a orienté beaucoup votre travail avec Denis au fil des années sur lier la voix de l'interprète et la voix de l'amplification. Est-ce qu'il y a des rencontres fortuites? Je crois pas. Je pense qu'avec Denis, sans le savoir, on s'est retrouvés alors qu'on s'intéressait vraiment. Lui avait un besoin, moi j'avais une préoccupation ou même, je dirais, une obsession. C'est de toujours faire en sorte à ce que la présence... Oups, excuse-moi le micro. La présence de l'acteur, actrice sur scène soit jamais qu'elle puisse nous arriver sans que la technique soit dans les jambes, sans que, dans le fond, on entend les interprètes sur scène avec un petit peu plus de volume, un petit peu plus d'intensité, mais on ne sait pas qu'ils sont amplifiés. On n'a aucune idée. C'est vraiment, il y a une intimité qui est créée, il y a une légère amplification de l'intensité de présence, mais il n'y a pas de technique. Elle est complètement effacée. Et ça, c'est de l'ouvrage. Ça, c'est beaucoup de travail. Mais est-ce que je continue? Puis toute cette qualité-là de travail n'aurait pas été possible si Denis n'avait pas eu confiance en moi, qui savait, je me trompais, c'est un travail qui s'est fait complètement de manière empirique, on faisait des essais, ça prenait beaucoup plus de temps que ce qui est normalement alloué au son. Mais à force de faire, on a trouvé des méthodes, puis on est arrivé à devenir assez efficace finalement. Et je pense sur les quelques images qui ont défilé, entre autres, des 3 derniers jours de Fernando Pessoa, mais surtout des aveugles. Et dans ces projets, s'il y a des spectateurs ici qui ont assisté à une représentation des aveugles, par exemple, la magie était, en fait, qu'on se pose réellement la question de est-ce de vrais interprètes qui sont en chair et en os? Parce que comme tu le nommais, le travail que vous avez fait aussi, c'est de s'assurer que la source qui produit le son, le haut-parleur, est bien positionnée avec soit la position de l'interprète ou la position de la figure de l'interprète. Et ça, c'est un travail qui demande la collaboration de toute l'équipe, en fait, la collaboration du scénographe, la collaboration de l'ensemble de l'équipe pour arriver à cette précision, parce que c'est une quête que tous les deux vous partagiez à travers les projets. Avec les aveugles, il y avait une grande complicité avec tout le monde, évidemment, mais je pense surtout à Pierre Laniel qui s'occupait des visages.
Et juste pour dire jusqu'à quel moi, j'ai entendu parler en tournée que les techniciens, ils voyaient souvent des gens s'approcher à la fin pour essayer de voir les acteurs, tellement c'était crédible comme effet. Que dire on parle de l'environnement sonore, peut-être pour les aveugles. Comme disait Denis, il y avait des didascalies dans le texte qui étaient très, très sonores, très, très nombreuses, du vent, de la mer, des tempêtes, des feuilles dans les arbres qui tremblent. Il y avait même des bruits qui étaient poétiques, comme le respire des étoiles. Alors, je me demandais vraiment comment faire pour créer un environnement sonore qui puisse incarner tout cet univers-là incroyablement euh, détaillé au niveau de l'écoute. Mais je savais une chose, par exemple. Je savais exactement que créer une forêt dans un théâtre, une boîte noire, à partir de bruits enregistrés d'une forêt, ça ne marcherait jamais. Je ne serais jamais capable de faire croire aux spectateurs, spectatrices, qu'ils et elles étaient immersés donc, dans une forêt réellement. Donc, le défi, c'était de trouver donc, un vocabulaire sonore qui puisse incarner une forêt, mais sans être une copie de la forêt. Et donc, je ne savais pas comment m'y prendre, j'avais aucune idée. Mais ce que j'ai pensé comme premier travail, on va les écouter les sons. On va écouter les sons qui sont mentionnés donc dans les didascalies. J'étais allée dans une bibliothèque à l'UQAM, un répertoire de plein de disques d'effets sonores. J'en ai écouté pendant des heures, toutes les mers, tous les vents de tous les pays, de toutes les rives, de toutes les provenances possibles, à un point tel qu'à un moment donné, j'ai été vraiment fatiguée de ce que j'entendais. Et c'est là que, dans ce processus-là de recherche, j'ai trouvé une idée. J'ai trouvé l'instrument qui allait pouvoir créer la forêt des aveugles. Et c'était finalement des sons qui étaient les sons réalistes de forêt, de mer, mais modifiés pour qu'on ait l'impression comme transposé, plus abstrait, donc moins réaliste. Et pour que, en fait, ça devienne comme des notes d'un instrument, plus que comme des bruits d'une forêt. Donc, et ça a permis de créer le bruit de respire des étoiles sans trop de difficulté. Mais beaucoup de travail. Oui, oui, avant que tu trouves l'idée, c'est sûr, puis après, c'est de jouer l'instrument. Donc, de jouer avec le vocabulaire qui a été cerné. Denis a aussi présenté le guide de la conception sonore et on va avoir la chance d'en reparler aussi lorsqu'on va aborder l'enseignement, ta posture d'enseignante, mais à travers ce guide que tu as créé pendant, en fait, pour ton projet de maîtrise, il y a plusieurs concepts clés pour guider les concepteurs, conceptrices en formation, conceptrices sonores. Et il y en a un qui touche à un de ces principes, c'est le terrain de jeu, le périmètre qu'on définit pour une conception. Et c'est un peu ce que tu fais sur le projet avec les aveugles. Donc, c'est écrire avec le son. Donc, moi, mon écriture, mon vocabulaire, c'est tous les sons enregistrables dans le fond. Et à chaque création, c'est évidemment, quand on écrit avec les mots, c'est tous les mots qui deviennent le vocabulaire d'expression. Donc, avec les sons aussi, c'est très. Il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Il faut cerner, il faut trouver un périmètre, un terrain de jeu. Il faut circonscrire des limites, trouver des limites pour.
Et à l'intérieur de ses limites, comme dans le cas des aveugles, ça a été d'utiliser, oui, les sons réalistes de forêt et de mer et de vent, mais de les modifier pour qu'on ait l'impression que ça fasse partie, que ça provienne d'un même instrument. Donc, juste pour vous... le bruit de la mer, donc je gardais le va-et-vient des vagues, mais j'extrapolais le son dans un registre très, très haut, ce qui faisait qu'on avait quand même l'idée de la mer au niveau du mouvement, mais au niveau des sonorités, c'était complètement autre chose. Bref, donc je m'en tenais au périmètre décidé. Et c'est toujours comme, c'est un des principes qui revient souvent dans toutes les créations que j'ai faites. Et pour poursuivre le travail de recherche avec la compagnie Ubu, il y a aussi évidemment Denis Marleau à la mise en scène, mais il y a d'autres collaborateurs, dont un intervenant très important dans le travail de la voix des interprètes, qui est le sonorisateur Claude Cyr. Claude Cyr, donc je travaille dans le domaine du son depuis 1980, principalement pour le Théâtre Denise Pelletier et Robert Lepage, et j'ai fait plein de choses connexes, toujours par rapport au son, au théâtre. Ce qui fait que j'ai rencontré Nancy, notre chère Nancy, probablement vers la fin des années 90. J'ai pas de souvenir précis, mais je me rappelle qu'elle a fait appel à moi pour la captation de la voix des comédiens sur certaines productions. Donc, j'ai principalement travaillé avec Nancy sur du théâtre, que des pièces de théâtre. Et au début, c'était pour des projets avec Denis Marleau. Si vous observez discrètement Nancy, vous allez vous apercevoir qu'elle a 2 oreilles et une bouche. Et Nancy écoute beaucoup plus qu'elle ne parle. Et la qualité d'écoute de cette femme-là est exceptionnelle parce qu'elle entend ce qui est audible et elle entend ce qui ne l'est pas, ce qui est parfois déroutant. C'est une femme hyper sensible et très, très, très humaine. Je dirais parfois trop, parce que dès qu'il y a un inconfort ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, elle le détecte et on le règle, ce qui fait que c'est passionnant. Il ne faut pas oublier que le son, c'est une science, la conception sonore, c'est un art. Et Nancy navigue très, très, très bien dans l'un et dans l'autre, passe de l'un à l'autre sans s'en apercevoir. Donc, ce qu'il y a d'extraordinaire avec Nancy, c'est qu'il y a un bagage technique qui est là, mais il y a toujours la sensibilité et l'écoute qui prévaut. On a beaucoup, beaucoup travaillé avec Denis Marleau, ce qui est extraordinaire parce que le travail qu'on a fait sur ces productions-là, c'est une des rares fois où j'ai pu exploiter mes compétences, mes techniques à ce point. C'est rare les compagnies qui nous permettent de travailler. Et avec Nancy, toutes les portes étaient ouvertes. On pouvait essayer plein de trucs. Des fois, on passait par la dérision pour arriver à ce qu'on voulait, mais avec Nancy, c'est ça, l'écoute, elle était toujours à l'écoute et on pouvait essayer des choses. Et c'est pour ça qu'elle est importante pour moi, parce qu'elle m'a permis de rencontrer plein de gens, de voir des choses, d'entendre des choses et de découvrir d'autres techniques. Donc, en sachant que je venais ici, j'ai fait une liste de mots, de noms, de trucs qui me font penser à Nancy. Humanité. C'est une femme qui est profondément humaine. Je l'ai dit tantôt, qui est très, très, très à l'écoute. Pas uniquement aux demandes du metteur en scène, mais par rapport aux comédiens, par rapport à l'équipe. C'est une femme d'équipe. Sensibilité. Sensibilité émotive.
sensibilité artistique, sensibilité auditive. Donc, c'est une personne hypersensible. Bienveillance, hein, tantôt humanité, bienveillance, c'est bien. Complicité, c'est très agréable de travailler avec Nancy parce que l'échange est toujours possible, peu importe les circonstances, donc on peut échanger, elle est très ouverte à ce niveau-là. Complexité, analyse, pourquoi, comment, donc c'est important et c'est agréable d'en discuter avec elle. Pertinence, exactitude. C'est une femme de précision. C'est la seule personne que je connais qui fait de la calibration audio au millième de seconde, à l'oreille, ce qui est assez impressionnant. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir. Donc, en tournée, donc à calibrer des systèmes avec Nancy et donc de partager cette connaissance-là, cette grande aptitude-là qu'elle a par rapport à la précision du son. Discipline, c'est une femme extrêmement disciplinée, organisée, structurée. Doute, remise en question, constructive. Dans le doute, on en discute, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on négocie et on continue. Collaboration, admiration, et j'insiste sur discrétion. Hein? Souvent, au théâtre, le son, c'est la cinquième roue du carrosse. Autour de nous, il y a toute une armée qui travaille sur le visuel. Bon, mis à part l'acteur, tout le monde est sur le visuel. Décor, costume, éclairage, accessoires, coiffure, on nomme-les tous. Et au son, la plupart du temps, il y a une ou deux personnes au maximum. Et je terminerai par passion et une grande passion, une passion exceptionnelle. Claude Cyr est très important pour moi aussi. C'est quelqu'un, quand il parlait là, de la prise de son, la captation sur les acteurs, c'est des petits micros. Là, maintenant, moi, j'en ai un ici qui est plutôt visible, mais Claude, lui, il a développé toutes sortes d'astuces incroyablement brillantes pour camoufler des petits micros de manière à ce que ça soit invisible et très, très solide. Ça ne bouge pas du tout. Même les acteurs, on avait sur des productions parfois des acteurs avec des cheveux très courts ou même chauves, et ils trouvaient le moyen pour qu'on ne voit pas le micro. Les micros, les positions, c'est en général ici ou ici. Donc, dans la méthode qu'on a développée, qui est une... Claude parle de précision au millième de seconde. Ben, je veux juste préciser que c'est pas si... vous aussi, vous entendez, c'est possible, là, c'est pas... J'aurais juste à vous dire où écouter dans ce qu'on entend, puis vous l'entendriez. C'est pas de la sorcellerie, là. Mais Claude, donc, c'est un artiste aussi. Et avec Robert Lepage, il a trouvé des moyens de camoufler les microphones. Il a fait des prothèses pour que ça soit dissimulé dans l'oreille. Puis tout ça avec très peu de sous, très peu. C'est pas de la haute technologie, c'est surtout quelqu'un qui est très inventif avec les matériaux. Voilà. Et si tu me permets, mais avec évidemment ce travail chez Ubu, vous avez eu du temps, vous avez eu du vrai temps de travail pour arriver à cette précision parce que ça ne s'improvise pas. Et on le sait que le son arrive souvent très tardivement sur les productions et a peu de temps, peu d'espace, peu de budget.
Et évidemment, il y a le travail avec Denis Marleau, mais c'est aussi une approche que tu as exploitée, développée avec d'autres collaborateurs. Et beh, j'aimerais qu'on parle d'une autre collaboration, importante, avec, François Gérard cette fois-ci, donc le cinéaste et metteur en scène. Bonjour, ici François Girard. Je suis metteur en scène et j'ai collaboré à plusieurs reprises avec Nancy Taubin. Alors, ça me fait le plus grand plaisir de vous parler de sa grande qualité d'artiste, de la précision de son travail et des quelques leçons que je retiens de nos multiples collaborations. D'abord, je mettrai la table en disant que dans notre métier, euh, la moitié de la magie s'opère dans les yeux et l'autre moitié dans les oreilles. Malheureusement, l'attention, les moyens, le temps que l'on donne à un et à l'autre sont tout à fait inégaux. Le son passe toujours en deuxième. Le son a toujours moins de temps, le son a toujours moins d'attention que tout le reste. Peut-être peut-être un peu moins demandant, un peu moins lourd comme processus, mais surtout parce que les gens comprennent moins bien le son. C'est une dimension qu'on a plus de difficulté à articuler. On vit dans une culture visuelle, notre langage est visuel, et ce qui se passe dans nos oreilles est déjà plus nébuleux, mais tout aussi important. Alors, sur mon parcours à moi, que ce soit au cinéma ou au théâtre, au cirque, j'ai eu le privilège de rencontrer quelques individus de grand talent, des gens de son qui savent entendre, qui savent écouter, qui savent enregistrer et qui savent créer cette fameuse magie, la moitié de la magie du spectacle. Et parmi eux, je les compte facilement sur les doigts de deux mains. Euh, il y a Nancy. Nancy est un individu remarquable, une artiste remarquable qui non seulement est extrêmement compétente, mais c'est une innovatrice. Entre autres, je pense, la première grande leçon que j'ai appris d'elle, le positionnement des voix amplifiées au théâtre. C'est une chose d'amplifier les voix, mais de garder la position perçue de la voix là où on voit les acteurs, c'est un tour de force et c'est une recette, une innovation que Nancy a contribué à l'art du théâtre. Et plein d'autres choses. Comment on a camouflé des sons indésirables en les amplifiant, en les enregistrant, en les modifiant. C'est des leçons que j'ai conservées avec moi, avec lesquelles je travaille encore aujourd'hui. Puis certainement, mon vœu le plus cher, c'est de retravailler avec Nancy, un de ces quatre. Mmh. Alors, Merci François. euh, Wow. il y a deux grands projets pour la scène auxquels tu as participé avec François, Novecento, pianiste, et aussi le procès de Kafka. Et un des aspects, qu'on discutait, qui était assez fascinant, c'est la tournée, parce que Novecento a été créé au théâtre de Katsu, mais a été appelé à être présenté ailleurs dans le monde, au Canada aussi, dont à Édimbourg. Et d'assurer le même respect, la qualité acoustique, la qualité sonore que tu avais réussi à trouver dans l'intimité du théâtre de Katsu et la transposer, la recréer dans une grande salle, c'est quelque chose d'assez particulier que vous avez réussi. Oui, le Katsu, c'est une petite salle, l'ancien Katsu, c'était 160 personnes à peu près. Puis, on a été invité avec Novecento dans le festival, de théâtre, à Édimbourg, en Écosse. Et là, la salle, c'était un bon 1200 places, le Lyceum qu'elle s'appelait. Et c'est une salle avec des corbeilles, avec des balcons, des sous-balcons, des cadres de scène sur plusieurs niveaux, très compliqué. Donc, mais le défi, c'était donc de recréer exactement la même intimité avec Tom et Pierre Lebeau, Tom McCamus et Pierre Lebeau dans la version française. Donc, la même sincérité, la même intimité, parce que c'est un monologue tout le long. Il raconte une histoire
comme si on était assis tout près. C'était vraiment ça la tonalité que nous recherchions. Et donc, c'était un grand défi de réussir à créer cette intimité-là dans un très grand théâtre pour des gens qui étaient très loin de la scène. Donc, visuellement, il y avait un décalage parce qu'on voyait le Tom ou Pierre très petit sur scène. C'était carrément ça, là, quand on était au loin dans les corbeilles au 3e étage. Mais la voix, il y avait un décalage pour ça, c'est peut-être l'expérience qui était différente du Katsu. Il y avait un petit décalage. Donc, la voix était quand même intime et proche de, de tout le monde qui recevait le spectacle, peu importe la position. Et le défi, c'est que la voix, on la ressente dans toute son intimité, toujours en lien avec le corps de l'interprète. Toujours comme si la voix provenait de la bouche et sans jamais sentir le micro, sans jamais sentir les haut-parleurs. Puis ça, ben, quand je suis arrivée avec François, toute la méthode d'amplification théâtrale qui a été, disons, éprouvée et perfectionnée avec Denis. Donc, Denis nous a fait confiance. On a eu des périodes de travail nombreuses pour trouver nos solutions. Bien, rendu avec François, ça, c'était tout, pas mal tout déjà réglé. Alors, lui, il a bénéficié de tout ce travail-là qui a été fait en amont. Un petit défi, je dirais, au niveau de la conception sonore pour Novecento, c'est François voulait que l'histoire soit racontée depuis la cale du bateau. Il voulait que tous les spectateurs, spectatrices ressentent, se sentent comme si il et elle se trouvaient dans la cale du bateau. Et donc, il y avait une espèce de grondement dans les basses qui venait aussi d'un piano, parce que là, le périmètre de création, c'est le piano. Donc, tous les sons qu'on entendait, même si c'était une tempête, même si c'était le bateau qui a un accident, ça provenait d'enregistrements de piano, de l'instrument de piano. On voulait donc que tout le monde se sente dans la cale. Ce qu'on avait fait, on prenait les haut-parleurs de très basse fréquence et dans chaque théâtre où on allait, on avait une période qui était dédiée à trouver la position du haut-parleur dans le théâtre qui allait donner le plus possible l'effet de la cale de bateau qu'on avait créé au Katsu. Donc, souvent, c'était en dessous de la scène, contre un mur ou toutes sortes de... Mais on avait une période dédiée donc à trouver, retrouver la cale du Katsu à chaque salle où on allait. Il y a 2 choses que tu avais nommées sur ce projet que j'avais trouvé particulièrement, inspirantes. Il y avait cette idée de travailler ce que tu crées aussi, c'est une expérience d'écoute du spectateur, comme avec cette idée de la cale du bateau. C'est pas seulement une conception, une trame, c'est l'idée de créer la condition de l'écoute. Et il y avait une petite anecdote que tu avais entendue à la sortie du théâtre à Édimbourg. Peut-être que ce serait intéressant, mais sur un ou une spectateur que tu avais entendu qui y avait vanté en fait les mérites acoustiques de cette salle qui permettait d'entendre à merveille l'interprète, alors que tout ça était le fruit d'un très, très long processus. Donc, mission accomplie. Oui, exactement. Ça veut dire qu'on a réussi. Ça veut dire que ça marche. Donc, c'est super. Mais, ouais. Mais on va poursuivre avec une autre collaboration avec l'autrice et metteuse en scène Alexia Burgère. Donc, je m'appelle Alexia Burgère, je suis metteur en scène, autrice à l'occasion de théâtre. La première fois que j'ai entendu parler de Nancy Taubin, c'était par un concepteur sonore avec qui je travaillais à l'époque, qui me disait tout son amour de Nancy, qui me disait, pour moi, c'est la meilleure, c'est une pionnière en matière de spatialisation, c'est la meilleure autant sur le plan de la conceptualisation que sur le plan de la réalisation.
Puis là, j'ai fait: «Mais pourquoi je ne connais pas ce nom?» Et en fouillant un peu, je me suis rendue compte qu'elle avait travaillé à peu près sur tous les spectacles qui m'avaient marquée, sans que j'arrive à identifier, concrètement sa présence. Donc elle avait comme soutenu, hem, elle avait, magnifié à peu près tout ce qui m'avait frappée et bouleversée au théâtre. Alors j'ai décidé de l'appeler. Heu et heu et j'ai découvert une artiste je dirais, qui m'a marquée à tout jamais parce que je l'ai appelée pour un spectacle en particulier. Ça a été une rencontre. On n'a pas eu la chance, à cause de la vie, des agendas et des collaborations qu'on avait déjà, de retravailler ensemble. J'ai travaillé une fois avec elle sur un spectacle qui s'appelait Les Barbelés d'Annick Lefebvre, qu'on a créé à La Colline, qu'on a ensuite joué ici. Et à tout jamais, elle a modifié ma perception du son, dans le spectacle vivant. Mais il n'y a pas une production où je me souviens pas d'une discussion que j'ai eue avec Nancy, et ça fait quand même, quelques années, que cette collaboration-là a existé. Hem, pour moi, c'est une artiste qui, premièrement, c'est une grande artiste au sens large. Hem, c'est une artiste qui est présente en tout temps en répétition. C'est une artiste pour qui tout est matériau, en fait. Et donc, elle se sert de tout ce qu'on vit en répétition, elle se sert des lieux de répétition, elle se sert de tout pour vraiment construire un univers. Puis c'était la première fois que j'étais autant en dialogue dramaturgique, je dirais, avec le son dès le début, de par cette immense implication qu'elle a, de par une rigueur que j'ai rarement vue aussi, en même temps qu'une souplesse. Donc, je dirais qu'il y a, comme beaucoup, je crois, de metteurs en scène qui ont travaillé avec elle, il y a un avant, un après Nancy Taubin. Une des choses que Nancy Taubin m'a révélé, que je ne savais pas, puis au fil de discussion, j'ai compris que le silence n'existait pas, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y avait jamais un néant à la place d'un silence. Et c'est quelque chose auquel je pense toujours maintenant, c'est quelque chose qui me suit. Parce qu'elle travaille toujours avec ça. Comment est-ce qu'on peut créer un silence en arrêtant un bruit de fond, finalement, en arrêtant ce qui est dans l'air alors qu'on croit qu'il n'y a rien. Comment on peut induire ça? Comment est-ce que ça peut soutenir la représentation? Puis en partant de ça, en partant de ces espèces de drones-là sur lesquels on avait travaillé pendant un spectacle, je me rendais compte d'à quel point elle glissait avec une facilité hallucinante dans du contexte extérieur. Est-ce qu'on est dans une cuisine? Est-ce qu'on est à l'intériorité du personnage? Puis qu'elle arrivait à se faire fondre les deux, alors qu'on est comme habitué à faire, OK, on est en musique diégétique, extra-diégétique. On est quand même souvent dans des catégories, des façons de se demander si on est dans le lieu réel ou dans l'intériorité du personnage, et qu'elle arrivait à faire tout à la fois. Qu'elle arrivait donc à défier ces conventions-là, tout en étant extrêmement rigoureuse. Ça, c'est une des choses, cette qualité de silence, ces silences qui n'en sont pas. C'est quelque chose que j'ai appris de Nancy Taubin. Et des fois, j'en parle avec des concepteurs sonores, puis ils font « Ben oui, comment ça fait qu'on n'a jamais pensé à ça? » Puis je fais « Ah, c'est Nancy. » Donc, Nancy continue à faire son chemin à travers des conversations que j'ai avec d'autres concepteurs, avec des musiciens même, dernièrement avec un compositeur qui travaillait des sons pour un spectacle de musique. Je donne comme exemple le rapport de Nancy au théâtre et à la spatialisation. Son rapport à la spatialisation, c'est une pionnière au théâtre. Son rapport à la spatialisation, c'est un rapport à l'expérience théâtrale. C'est un rapport à l'art vivant qui change l'expérience du spectateur. Pour moi, avant Nancy, c'était des choses que je trouvais extraordinaires, mais que j'avais rarement vues au théâtre, qui appartenaient plus au domaine de la performance, qui appartenaient à... ou que j'avais expérimenté chez des amis qui faisaient de la musique électronique. D'ailleurs, Nancy Taubin est aussi une pionnière pour les gens qui font de la musique électronique. Elle est une pionnière dans plusieurs domaines.
à Montréal. Mmh. Merci, Alexia. Oh, aïe, 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 hein? Tabarnouche. Je sais pas de qui il parle. J'ai aucun souvenir d'avoir discuté de silence avec Alexia, vraiment. Mais honnêtement, mais j'imagine qu'il se passe tellement de choses quand on est en création. Ça va vite des fois, là. Mm. Et en création, Alexia mentionnait ta présence en répétition, puis au-delà de la présence, c'est un travail, une approche en fait très particulière de la salle de répétition, puis du rapport avec les interprètes dans inclure le travail sonore. On fait plus que tôt dans le processus, c'est dès le début. Oui, moi, je vois pas comment on pourrait travailler autrement. Parce que tout se passe dans dans le lieu de répétition. Pour moi, c'est pas possible. Tout se trouve dans les moments de travail avec les interprètes, avec le texte. Et de pas être témoin de ça, pour moi, c'est une aberration. C'est pour ça, moi, je fais du théâtre pour travailler avec le monde, pour être avec les gens. C'est ça l'intérêt, ce qui m'intéresse, c'est les idées qu'on trouve ensemble, que qui arrivent, par une suite de travail en répétition qu'on peut pas prévoir. C'est un peu magique, là, Et ouais. les interprètes sont aussi en contact avec en fait, ce que tu amènes dans le processus, parce que pour les barbelés, par exemple, tu avais insisté sur le fait de travailler la spatialisation et l'amplification de la voix en répétition pour que l'interprète ait cette conscience aussi de son travail de la voix plutôt que quelque chose qu'on découvre à la toute fin, que ça devienne un élément du processus de création. Ouais, avec Marie-Ève, d'ailleurs, vous l'avez pas vu, hein, on avait des photos proches, hein, puis vous l'avez pas vu le micro, hein? Elle l'avait ici caché en dessous des cheveux. Avec Marie-Ève, parce qu'on faisait c'était au 4 sous, puis on allait après à Paris, à la Colline. Puis je savais que dans la salle à la Colline, puis peut-être qu'on n'avait pas autant de temps qu'il fallait pour bien faire les ajustements. Donc, pour être certaine qu'on puisse vraiment créer toujours cet effet de voix amplifié qui vient du corps de Marie-Ève, de ne pas faire un décalage, qu'on entende tout dans un haut-parleur. J'ai proposé à Alexia, à Marie-Ève, de travailler tout de suite en répétition avec un haut-parleur dissimulé dans le frigo, un petit haut-parleur, puis elle, donc amplifiée. Donc ça veut dire que constamment, Marie-Ève allait un peu s'entendre tout le temps. Donc pour qu'elle s'habitue dans son jeu à être à l'aise avec ça, un peu comme on répète avec des souliers ou avec un costume qui est compliqué. Donc un peu dans ce sens-là, on a répété assez tôt dans le processus avec cette technique, donc avec ces appareils. On a beaucoup parlé de théâtre, de voix, mais ta pratique touche aussi à la danse et on va aussi regarder, ben, on fait écouter de ton travail la collaboration avec Daniel Desnoyers, donc chorégraphe. Danielle Desnoyers, chorégraphe et directrice artistique de la compagnie Le Carré des Lombes. J'ai rencontré Nancy Taubin dans les années 90. J'ai fait donc plusieurs projets avec elle, mais c'était d'abord, si je l'ai rencontrée, c'est parce que je m'intéressais, après avoir travaillé beaucoup, beaucoup comme chorégraphe à partir de la musique, j'ai commencé à vouloir entrer au plus profond de la musique, c'est-à-dire le son. Et je m'intéressais aussi pendant la même période à l'art audio et
donc ça correspondait vraiment à la démarche de Nancy Taubin et il y a un interlocuteur qui a fait en sorte qu'on puisse se rencontrer, Martin, je crois. Bref, il y a eu une personne qui a fait en sorte qu'on puisse, se rencontrer après que j'ai posé quelques questions, après que j'ai identifié ce que je recherchais comme collaboration. Une collaboration non pas musicale, mais bien sonore et je me souviens très bien du premier moment que j'ai, heu, comment je pourrais dire? Traversé avec Nancy. Je l'avais tout simplement invitée à venir en studio et moi j'avais, tout mon bidouillage, primaire. Je voulais entendre le mouvement, mais pas des claquements sur, je voulais entendre la vélocité du mouvement. C'est quoi la friction, c'est quoi la friction, heu, que rencontre le mouvement avec l'air? Heu, donc Nancy Taubin, c'était vraiment la personne parfaite pour m'accompagner dans cette lubie, dans cette volonté d'entendre le mouvement, mais d'une manière différente, parce que jusqu'à présent, je l'avais peut-être étouffé un peu par, la musique. Donc rencontre, fulgurante, je dirais. Pour la première fois en studio, on est par terre, on choisit un soulier. J'avais acheté des souliers avec une pointe de fer et je frictionnais sur du métal. Je lui disais: «Est-ce que tu entends ce son quand le soulier se déplace sur le métal? Il y a une friction qui se fait. C'est comme le son des patins sur la glace. Est-ce que tu entends la même chose que moi? J'aimerais pouvoir amplifier ce son». Puis là, elle a tout de suite fait des captations, puis elle m'est revenue immédiatement en me disant: «Non, on va aller beaucoup plus loin. On va transformer la vibration. En fait, le son, c'est de la vibration». Elle s'est dit: «On va capter la vibration, puis on va y donner comme un spectre, démesuré». Et ça a été le début de notre rencontre. Manipuler et le mouvement et la friction du mouvement avec le sol, avec l'air et bon, tout ça, ça a donné, Concerto Grosso pour corps et surface métallique. Oui, ce que je voulais dire par rapport à Concerto Grosso pour corps et surface métallique, en fait, c'est des titres génériques qui disent ce qu'ils sont, ce que sont ces projets et c'est pas seulement on n'a pas créé seulement ensemble, on a développé une méthode de travail, on a développé des outils. C'est-à-dire que Nancy s'occupait de la partie outils, mais moi, il fallait que je contextualise qu'est-ce qui... euh, en fait, on développait une dramaturgie sonore ensemble. Puis ça a été comme un apprentissage immense pour moi parce que Nancy vient du théâtre, moi je viens de la danse, purement de la danse, puis je dirais même que je viens d'une danse assez abstraite. Tu sais, je suis dans la lignée de Jean-Pierre Perrault, ouais. Et 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 c'est donc cette méthode, c'est une façon de travailler dès le jour 1 avec les danseurs, avec les instruments, avec la sonorisation, avec en fait tout le dispositif pour développer le vocabulaire. Donc, c'est comme si on créait toujours avec une certaine méthode de travail, mais surtout tous les outils en présence, ce qui est aujourd'hui un peu plus difficile, un peu moins abordable comme méthode de travail. Mais c'est ce qui nous a mené, Concerto nous a mené ensuite à un projet qui a été comme bon, c'est quand même le projet, comment on pourrait dire, iconique du Carré des Lombes ou le projet qui a eu le plus de résonance dans le monde, en fait, parce qu'on est allé partout avec cette pièce-là, dans des contextes musicaux et théâtraux. Et en fait, il s'agissait d'une commande du Musée d'art contemporain et pour moi, il était essentiel que Nancy fasse partie de ce projet-là parce que c'était grâce à notre collaboration qu'on avait été invités au musée et ça, je m'en rappelais. Moi, j'étais très reconnaissante, de ça et on a développé en 6 semaines cette pièce qui finalement, s'est déployée un peu partout, qui a même été recréée par une nouvelle génération d'interprètes et qui est toujours sur le point d'être encore recréée, parce qu'elle suscite beaucoup d'intérêt. En fait, le dispositif sonore est très intéressant.
il était difficile à contextualiser, ça je dois l'avouer, parce qu'on travaillait à partir du feedback. C'est pas une matière qui est accessible. Il y a beaucoup de gens qui trouvaient ça brutal. Moi, je trouvais ça magnifique. Et Nancy et moi, on trouvait ça magnifique. Mais pour les interprètes aussi, c'était interpréter le feedback, devenir soi-même instrument sonore. C'était d'une exigence extrême. Tu sais, de créer une partition à partir du feedback, c'était pour les interprètes d'une exigence qu'elle n'avait jamais rencontrée. Mais travailler avec Nancy, c'est aussi... Nancy, elle est très, très proche des interprètes parce qu'elle a vite compris que sans cette proximité, sans cette collaboration, elle n'arriverait jamais à entendre exactement ce qu'elle recherche. Fait qu'elle a toujours été d'une grande proximité avec les interprètes, d'une grande écoute. Elle les a toujours bien soutenus, encadrés. Et c'est ce qui a fait d'elle aussi une magnifique enseignante, Nancy, en fait. Une personne qui transmet ses savoirs, qui explique comment ça marche, pourquoi le faire, et la nuance. Parce que son travail est fait de nuances inouïes. C'est vraiment un travail parmi les plus nuancés que j'ai jamais entendu. L'année dernière, j'ai invité Nancy pour justement partager sa... Je pense qu'elle n'aimerait pas le mot méthode de travail, même si elle en a énormément. En fait, sa démarche. Elle voulait partager, je pense que, en fait, je voulais. C'est plus juste de mentionner que j'ai même insisté pour qu'elle puisse partager sa démarche. Parce que j'ai enseigné aussi beaucoup, et le chant sonore est toujours présent en danse, mais à travers la musique. Et pour moi, c'était important de prendre un peu de distance par rapport à la musique pour être vraiment écouter le son, aller travailler sur d'autres types d'écoute. J'apprécie beaucoup les deux chants, hein. C'est pas, il y a pas un contre l'autre, un est dans l'autre de toute façon. Parce que le travail de Nancy est aussi musique, et on l'oublie, on parle de son, mais elle a beaucoup créé de la musique pour mes pièces, en fait. Et donc je l'ai invitée à venir dans le cadre de compagnonnage à partager son travail avec des artistes chorégraphes, des artistes de la danse, et partager avec ces artistes son savoir, partager, tout simplement, transmettre. Et on est parti du dispositif de duo pour corps et instruments parce que je sais qu'il suscite beaucoup d'intérêt de par la matière. Et ce dispositif-là engage énormément le corps aussi. C'est pas juste je produis du son, mais c'est que tout mon corps devient l'émetteur sonore. En fait, Nancy, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle est, à quelque part, elle est très low-tech. Tu sais, c'est pas... elle utilise de vieilles technologies, elle s'intéresse beaucoup aux vieilles technologies. Elle est bricoleuse, elle bricole. Fait que son bricolage crée le dispositif, ses assemblages d'instruments créent le dispositif, sa transformation sonore va même jusqu'à créer de la musique, parce que c'est quand même quelque chose qu'on ne mentionne peut-être pas suffisamment, c'est qu'elle crée aussi, son chant est aussi musical. Même si je parle beaucoup de son approche sonore, le son devient chez elle aussi musique. Et donc, elle utilisait, par exemple, dans le cas de duo pour corps et instruments, elle utilisait non pas des capteurs de son, mais plutôt des amplificateurs, des micros connectés à des amplificateurs, mais pas n'importe lesquels, toujours de telle année, de telle période, de telle, tu sais, des vintage, tu sais, comme toujours des trucs très, très, très spécifiques qui donnent le son qui correspond à ses envies, à ses désirs, à son imaginaire. Merci, Daniel. 6 semaines. Ça a été 6 semaines duo des aigus, duo pour corps et instruments. Aïe, aïe, aïe. C'est vite.
Alors d'ailleurs, à la du ce projet a aussi donné lieu à un projet d'album, un projet, qui se trouve, d'ailleurs en vente à l'entrée si jamais, certains veulent, écouter, des sons qui proviennent de cette, création. Le rapport à l'enseignement, bon, il touche un peu avec cet atelier que tu as donné avec les jeunes chorégraphes sur invitation de Daniel. Et le rapport à l'enseignement, et parce que tu as enseigné la conception sonore à l'UQAM, d'ailleurs, on pourra en parler très bientôt, mais moi-même, c'est un cours que j'ai suivi et tu as une manière très, à la fois très complexe et très simple de présenter la conception sonore lorsque tu travailles avec les étudiants. Quelle est qu'est-ce qui est important, la posture? Qu'est-ce que tu essaies de transmettre lorsque tu enseignes, que ce soit la dramaturgie sonore ou la conception sonore? Surtout, ce que j'essayais de faire quand j'enseignais le cours de son, c'était de stimuler une curiosité. Parce que les groupes n'étaient pas nécessairement des gens qui étaient au départ intéressés par le son. Et souvent, après le cours de son, il y avait plus de gens qui étaient intéressés, même qui sont devenus concepteurs, conceptrices sonores. Mais souvent, on a l'impression que c'est très compliqué le son, puis que c'est inaccessible, puis qu'il faut être musicien, musicienne pour faire de la conception sonore. Dans le cours, j'essayais de vraiment mettre de l'avant que c'est pas nécessaire. On peut très bien créer à partir de sonorités. Et peut-être je peux juste parler du début de ma pratique, puis pourquoi ça faisait sens, pourquoi moi j'ai toujours envie de transmettre, puis pourquoi c'est si important. C'est que quand j'ai commencé dans les années début 90, il y avait pas beaucoup de monde qui écrivait sur la conception sonore. Il y avait beaucoup d'écrits techniques, donc et surtout dans le monde de la musique, et il n'y avait rien qui existait spécifiquement pour les arts vivants, pour la scène. Donc moi, souvent avec mes collègues, donc Jean Gaudreault, et sûrement que tu as vécu ça aussi, on n'avait pas de repères. On n'avait pas de réels repères sur lesquels se fier pour savoir, ah tiens, quand on est dans telle situation, il y a telle manière de procéder. Ça a été, j'ai souffert, honnêtement, j'ai souffert de ça, de toujours être comme en essai et erreur, de ne pas avoir vraiment une sécurité par rapport à une approche. Donc, ce qui m'a amené à écrire énormément d'archiver tout ce que je faisais pour que je puisse, quand j'ai une situation, je rencontre une situation, que je puisse me fier à relire mes notes puis savoir tranquillement, pas vite. Donc, j'ai bâti une bibliothèque d'archives et donc ce besoin de transmettre vient de là. Je veux pas que personne soit. Je veux qu'on puisse continuer la roue et toujours pouvoir créer à partir de nos expériences, contribuent à nourrir les expériences des personnes qui continuent à pratiquer. Ça, c'est une grande préoccupation que j'ai. Il ne faut pas reculer. Il ne faut pas recommencer à... Je sais que là, en ce moment, il y a une tendance au niveau des moyens. On donne moins de temps, il y a moins de sous. On recule un petit peu. Mais c'est triste, mais il faut garder confiance qu'on recule un peu, mais on va quand même avancer. Éventuellement, j'espère, plus loin que de où on a commencé à reculer. On va poursuivre avec la prochaine entrevue avec la comédienne et aussi metteur en scène Céline Bonnier.
Alors, je m'appelle Céline Bonnier, je suis interprète et à mes heures, j'ai, quand même fait quelques créations en tant que metteur en scène et co-créatrice. Donc c'est là que j'ai rencontré, Nancy Taubin. C'est-à-dire, je l'avais rencontrée avant, mais on s'est rencontrés dans la création, lors d'un show que j'ai fait avec Momentum. Alors moi, j'avais envie de travailler avec Nancy Taubin parce que c'est parce que je je savais qu'elle avait des antennes différentes, qui me plaisaient. C'est une fille, disons-le, qui aime René Simard, hein, qui a aimé René Simard et qui a chanté René Simard petite. Et puis, on a décidé qu'elle ferait ça sur scène parce elle a accepté de participer à ce show-là qui s'appelait, Playtime. Puis, c'est un show dans lequel, je travaillais avec chaque individu, puis je développais, en fait, je développais son individualité créatrice, ce qu'elle avait envie, ce que la personne avait envie de dire à ce moment-là. Puis ensuite, l'idée, c'était de faire rencontrer et mixer ces individualités-là et qu'est-ce que ça ferait, qu'est-ce que ça fait, est-ce que ça se marie bien, est-ce que ça se frappe, est-ce que ça... Donc, je travaillais avec chacun, donc j'ai travaillé avec Nancy, puis Nancy, c'est sûr qu'elle faisait la musique du spectacle, mais elle dit: «Moi, j'aimerais ça être sur scène». Puis j'ai fait: «C'est parfait, c'est parfait». Elle voulait performer, elle voulait bouger, elle voulait jouer, puis elle a décidé qu'elle chanterait une chanson de René Simard parce que ça vient d'elle. Elle dit: «Ça a commencé comme ça. Moi, j'aime Nancy». J'aime Nancy parce que de là, elle me faisait entendre aussi, de là, elle est partie de René Simard, puis elle s'est rendue dans ce show-là, en tout cas, me faisait entendre des passages de sons qu'elle avait pris d'environnement sonore dans un tunnel, un long tunnel, puis qu'elle traitait naturellement. Puis donc, l'entre-deux, je sais pas c'est quoi, tant que ça, je sais pas comment on fait le lien. Mais moi, j'adore ça. Moi, j'ai été habituée très tôt à écouter des choses étranges parce que j'avais un frère qui faisait l'électroacoustique. Puis, j'ai écouté du Pierre-Henry assez étrange, assez jeune. Puis quand j'ai connu Nancy, pour moi, c'était naturel. C'était naturel, puis elle a une sensibilité qui est très intense aussi. C'est une fille très intense, mais sous des dehors qui sont, je dirais pas timides, mais réservées, en fait. Alors qu'elle va très, très loin dans sa création, puis dans son exigence au son. Puis moi, j'ai appris beaucoup de choses aux côtés de Nancy. C'est une vraie passionnée. Mais elle est très tranquille. Elle a l'air très tranquille, mais sa rigueur, sa passion, son désir réel de faire quelque chose de très, très sensible, sensé et unique, la fait frétiller, la fait vraiment frétiller quand tu la découvres. C'est vraiment quelqu'un de frétillant, en fait, au final. Je dis ça, peut-être qu'elle va dire le contraire, mais ça m'étonnerait. C'est quelqu'un qui est effectivement très, très, très... dont le désir, puis l'excitation de travailler, puis de faire ce qu'elle veut, ce qu'elle aime et ce qu'elle veut, c'est ça, ça met le feu à ses poudres. C'est quelqu'un de très, très impressionnant, je trouve. Parce qu'elle va loin. Parce que sa rigueur l'amène loin aussi. Mm. Merci Céline.
On parlait un petit peu de la performeuse sonore, entre autres, pas seulement dans le projet Playtime avec Céline, mais il y avait un projet au Moi Multi où tu as été invité comme artiste sonore et je pense que c'est une bonne ouverture pour voir un autre pan, un autre axe de ta pratique. On va voir. En 2014, Oh, je vois. j'ai été invitée par la commissaire Caroline Gagné qui m'a demandé quelque chose de très étrange et j'ai accepté. Elle m'a demandé de faire une performance dans un restaurant, dans le cadre du festival. Donc, j'étais au milieu carrément, vraiment dans un restaurant où les gens avaient aucune idée que j'allais faire une performance. Et donc, j'avais une petite installation, j'avais un petit costume. Puis, j'ai commencé à improviser avec les instruments que j'avais. Tout le monde parlait, j'entendais les assiettes, les fourchettes, tout le... Mais non, je continue je joue pas plus fort. Je reste dans mon truc. Je fais mon truc. Et progressivement, les bruits d'assiette se sont estompés. Les voix ont commencé à chuchoter, puis à ne plus parler. Les gens se sont approchés de moi. Puis c'était d'une grande magie, incroyable. Et ça, c'est un moment d'écoute avec les gens qui était inoubliable. Puis Caroline en parle encore aujourd'hui comme étant un moment absolument divin. Mais il y a des miracles comme ça qui se passent en performance. Ça a été un moment frétillant. On va maintenant écouter une ancienne étudiante que tu as eue à l'UQAM, Christelle Delorme, conceptrice sonore et metteuse en scène. Je m'appelle Christelle Delorme, je suis conceptrice sonore, mais également metteur en scène, assistante metteur en scène et régisseur pour le théâtre et pour la danse. Alors, j'ai rencontré Nancy Toubin à l'UQAM, ça fait à peu près, je dirais, une quinzaine d'années. C'était pendant mes études en études théâtrales à l'UQAM. Et puis, ce qui était vraiment intéressant, c'est que je pouvais aller prendre des cours de scénographie, des cours de pratique. On pouvait vraiment façonner notre bac comme on voulait. Puis, j'ai eu la chance de prendre conception sonore. J'avais aucune idée à ce moment-là que j'allais avoir la piqûre de la conception sonore. Et puis, c'est grâce à Nancy Taubin qui nous a montré dans un cours le fabuleux programme QLab. Et je suis tombée follement en amour avec ce programme-là qui m'a vraiment conquise par la précision de ce qu'on peut faire avec cet outil-là. Ça m'a ouvert les yeux sur un paquet de possibilités, puis j'ai vraiment développé un amour pour la conception sonore grâce à Nancy Taubin et au fabuleux logiciel QLab. Ce que je retiens vraiment du cours de Nancy Taubin, c'est on peut créer toutes sortes de choses à partir de rien. Donc, on peut partir avec un magnétophone puis aller enregistrer des sons de la nature. On peut faire de la recherche sur Internet, trouver quelque chose, l'exporter, le modifier, le transformer. On peut vraiment créer toutes sortes d'univers à partir de pas grand-chose. Puis c'est ça, je pense, qui m'a fascinée dans sa démarche à elle parce que je ne suis pas une compositrice sonore, je n'ai pas des capacités de musicienne, mais je suis une créatrice au même titre que Nancy Taubin, puis c'est ça, je pense, qui m'a donné le goût de continuer dans ce domaine-là, puis de développer un peu ma démarche, en fait. Merci, Christelle. Aïe.
Beh, si tu me permets de poursuivre aussi parce que j'étais dans la même cohorte, la même classe que Christelle aussi, je me permets je ne suis peut-être pas devenu, concepteur sonore, mais ton approche de l'enseignement de la dramaturgie du son et ça revient à la place de l'interprète, la place qu'occupe le son dans le dispositif scénique et la dramaturgie, pour moi, ça a été un des, en fait, un des cours de ma formation que je lie le plus à mon travail de mise en scène. Ça a vraiment été un aspect extrêmement important, comme metteur en scène. Il y a beaucoup de choses à travers ce cours qui, comme d'autres metteurs en scène qu'on a entendus, avant, parler, mais qui me restent en tête et qui sont des principes, dramaturgiques extrêmement importants et on a tendance à voir, dans l'enseignement beaucoup les cours comme des vases séparés pour les futurs concepteurs sonores, les futurs concepteurs de tel ou tel domaine. Mais c'est cet aspect de dramaturgie, vraiment de rigueur dans l'écriture que tu réussis à transmettre de manière très simple mais extrêmement efficace. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui, même s'ils ne sont pas devenus concepteurs sonores par la suite, ont bénéficié à travers leur parcours de cet enseignement. Donc, un grand merci. Oh, mais ça me fait tellement plaisir que tu dises que le cours de son a permis de stimuler une curiosité vis-à-vis l'écriture de plateau. Parce qu'on fait une boucle. Hein. Au début, je voulais devenir metteur en scène. Donc, ça a toujours été présent que, dans le fond, le son, ça devient une façon d'écrire la dramaturgie. Et ça, ça a été vraiment un cheval de bataille toujours. Le son, c'est pas de la technique. C'est pas juste de la technique. C'est important, la technique, mais on dit des choses avec le son. Le son écrit aussi, au même titre que l'éclairage, au même titre que la scénographie. Donc, tous les éléments scénographiques participent ensemble au spectacle, à créer une proposition d'art vivant. Ouais. On approche déjà de la fin. Il nous reste une dernière entrevue et un dernier projet qu'il faut absolument parler, qui est ton projet de doctorat, en fait, dont tu es en fin de processus de rédaction, mais dont le projet, la thèse présentation était présentée à la Chapelle sous le nom de Super Art, l'opéra. Et pour en parler ou pour ouvrir la discussion, on va écouter une de tes amies et collègues, Alana Tain. Bonjour, je suis Alana Tain. Je suis professeure des études culturelles et de cinéma à l'Université de McGill. Je connais Nancy Tobin depuis longtemps. C'est une amie, c'est ma voisine. On a fait beaucoup de petits projets pour plaisir ensemble. Et aussi, son studio, c'est dans mon cours. Je connais sa pratique de très proche. Super Heart, c'est un projet qu'elle travaillait depuis quelques années maintenant, dans le contexte de son doctorat, mais aussi dans un contexte de la volonté de réimaginer un peu sa carrière et aussi de réimaginer ce que peut faire la scène artistique pour être plus accueillante et avoir plus d'appui pour les artistes. C'est une conversation qu'on a eue beaucoup pendant COVID, où on a fait partie d'un collectif des artistes qui s'appelle COVID-19. On a fait des vidéos en format de cadavres exquises à tous les 2 semaines pendant quelques mois. Et on a souvent eu des conversations pendant les séances de projection sur Zoom autour de comment survivre les conditions, surtout dans la communauté artistique où beaucoup de gens ont perdu leur travail.
Et on a beaucoup parlé de la précarité, la difficulté de faire une carrière dans les arts, surtout de poursuivre les rêves artistiques avec les demandes de la quotidienne, de comme payer le loyer, des choses comme ça. Et Nancy a beaucoup travaillé le thème de bienveillance dans ses contributions à ce projet-là. Et moi, je vois beaucoup des liens entre cet aspect de son travail, mais aussi sa philosophie et Superheart. Superheart, c'est une invitation, je dirais. On parle souvent des œuvres théâtrales qui sont aussi des événements ou qui sont participatives, mais à mon avis, ça va au-delà d'une simple participation pour les spectateurs et spectatrices. C'est conçu comme quelque chose qui commence même avant qu'on prenne la siège et qui reste avec nous comme une certaine résonance après que la pièce termine. Nancy a beaucoup pensé comment intégrer tous les artistes qui participent aux pièces de théâtre pour défaire les hiérarchies de valeurs, mais aussi pour rendre perceptible le travail, surtout sonore, j'imagine, parce que c'est ça qui est sa domaine de recherche et de travail pendant sa carrière. Souvent, le son est peut-être moins important ou moins perceptible que l'image. Mais Nancy a beaucoup donné place au son, aux perceptions, aux sensations et l'émotion dans son travail. En fait, je crois qu'on peut utiliser le mot bienveillance pour décrire sa pratique. On le voit dans la façon dont elle traite ses co-créateurs et co-créatrices, dans son soin pour les spectateurs et spectatrices aussi. Elle nous invite de l'accompagner dans Superheart. Elle nous donne des expériences aussi, des moments dont on n'est pas comme attaqué par un narratif ou une expérience. Elle donne beaucoup de place dans l'exploration. Pour les autres artistes, je pense à le petit enfant qui joue dans Superheart et la liberté qu'il a eue pour explorer, pour essayer des choses, même dans la version finale. Il y avait beaucoup de place pour le jeu et l'exploration. Et je trouve qu'il y a une générosité là qui est très importante. Merci, Alana. Quelques mots sur cette création qui regroupait une vingtaine d'interprètes, en fait d'artistes, je dis interprètes, créateurs, créatrices, tout azimut. Et sans lire la liste au complet, mais quelques extraits des crédits du spectacle dans les postes qu'on retrouvait: conception sonore, matière enregistrée, observation et écoute, performance et instrumentation, captation, accompagnement et écoute, performance vocale et interprétation. Et je pourrais continuer. Donc, une équipe qui est composée d'un très grand nombre d'artistes qui travaillent dans le champ du sonore. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à les rassembler aussi? Comment travailler avec tous ces collègues d'une certaine manière sur un même projet, un projet commun? Ce qui était archi important pour moi dans le cadre de cette création-là, où c'était pour la première fois dans un milieu presque institutionnel, c'était au Théâtre La Chapelle, où c'était moi qui initiais le projet. Puis ce que je voulais absolument, c'est que pour toutes les tâches que j'imaginais en amont, que personne soit débordé. Donc, qu'il y ait une personne sur sa table de travail, que ce soit une quantité de travail raisonnable pour chaque personne, c'était très, très important. Puis avec mon expérience de production de 30 années, c'est sûr que
je me sentais bien de savoir quelles étaient les limites possibles et de trouver, trouver à tout le monde une tâche raisonnable. C'était une préoccupation. C'est pour ça peut-être qu'on est beaucoup de personnes aussi. C'est comme c'est parti. Mais d'abord, j'ai rencontré les rencontres que les gens qui sont impliqués sur le projet, c'est tout super hard. Donc, tout est autour le cœur, évidemment, est très, très... avoir du cœur, des rencontres de cœur. Donc, des rencontres de cœur, c'est ça qui m'a stimulée à rassembler toutes ces personnes. C'est que la plupart, je les connaissais. Et j'avais eu des moments importants, disons, au niveau du cœur des gens qui ont été généreux avec moi, qui ont été, avec qui j'ai eu une expérience d'échange très, très sincère, très, très différente. Donc, la plupart des gens qui étaient dans le projet, c'est parce que j'avais déjà eu cette expérience avec elle et eux. Et donc, on s'est rencontrés autour d'un libretto que j'appelle libretto. C'est un livret libretto parce que c'est un opéra. Mais donc, ça, c'est toutes les idées, l'esprit, de ce que j'imaginais. Et c'était comme le point de départ pour se rallier autour de plusieurs idées. Puis après, ça a été remis à toute l'équipe et on a développé la création ensemble. Oui, puis donc ça a été fait avant qu'on commence le travail, avant que je sache qu'est-ce qu'on allait faire réellement. Puis il y a plein de choses qui se sont réellement, finalement, ils ont bien tombé. Comme je vous disais, il n'y a pas de rencontre fortuite, mais en création aussi, il y a comme des fois, on dirait que la création est déjà là. Elle est là. Et dans le fond, c'est à nous de la voir. C'est à nous de s'y rendre, de la sentir. Ça paraît peut-être idéaliste un peu. Il y a beaucoup de travail concret là, et très. Il y a des répétitions, il y a de la recherche au niveau des sons. Le théâtre La Chapelle est devenu un instrument. Donc, c'était une des prémices. Stuart Jackson, percussionniste, jouait du gradin. Catherine Sidilo, performeuse, actrice, faisait une parade d'échafaudage. Théo, le jeune Théo faisait pas si jeune, en fait, il est plutôt ado, mais il faisait un duo avec un anneau. Donc, il y avait plein de tableaux sonores qui se sont développés dans le travail, qui pour moi a toujours été, où ça a été important d'être ensemble, d'être à l'écoute. D'être à l'écoute. Entre nous et avec tout. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette traversée, de cette rencontre, du moins. Et je sais que dans les prochains projets qui t'habitent, il y a évidemment la transmission, et je ne pensais pas nécessairement le terme enseignement, mais vraiment la transmission aussi par des voies différentes parfois que les voies académiques habituelles. On espère que la création comme Super Art ne sera pas le dernier projet non plus. Et je pense que, enfin, pour ceux qui ont assisté, c'est une expérience très, très particulière et forte. Mais merci beaucoup. Je terminerai juste avec une petite liste de remerciements très rapide.